Eh, c'est quoi ce truc? Ça a l'air trop cool. C'est quoi? C'est... Bonjour à tous. Déjà le 7e épisode de On refait la pop, l'émission dédiée à la pop culture. Elle a bercé votre enfance et continue à vous faire rêver par ses musiques, ses films, ses jeux vidéo ou encore ses jouets. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager un max cette vidéo. Non mais attends Christophe, c'est quoi? Regarde, c'est tout collé mon Mac. Donc c'est quoi ce truc? Je sais pas du tout. Non mais c'est pas possible. Je sais pas. Générique. Une bibliothèque obscure, un cri dans la nuit, un spectre qui surgit. Heureusement, on a appelé Peter, Ray, Egon et ils arrivent à toute vitesse à bord d'une voiture de légende, l'Ecto-1. Depuis les années 80, Ghostbusters capture l'essence du surnaturel avec humour. La licence est une icône incontestable de la pop culture. Armez-vous de votre Proton Pack et préparez-vous à croiser les effluves, même si c'est mal. C'est parti pour l'aventure avec SOS Fantôme. Salut, c'est Enrique. C'est parti pour un nouvel épisode de On refait la pop. Et surtout, Goldorak, go! Êtes-vous dérangé par des bruits étranges en plein milieu de la nuit? Ressentez-vous des frissons dans votre cave ou votre grenier? Vous ou votre famille avez-vous déjà vu un fantôme, un spectre ou un revenant? Si la réponse est oui, alors n'attendez pas une minute de plus. Prenez le téléphone et appelez les professionnels SOS Fantôme. Notre personnel courtois et efficace est à votre disposition 24 heures sur 24 pour satisfaire tous vos besoins d'élimination du surnaturel. Nous sommes prêts à vous croire. C'est bien évidemment de l'incontournable Ghostbusters dont nous allons parler. Écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, Ghostbusters, SOS Fantôme en français, présente Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis dans les rôles respectifs de Peter Venkman, Ray Stantz et Egon Spengler. Ces trois scientifiques excentriques de New York créent une société spécialisée en parapsychologie, baptisée Ghostbusters. Sigourney Weaver joue le rôle de Dana Barrett, confrontée à des événements paranormaux, tandis que Rick Moranis interprète Louis Tooley, son maladroit voisin de palier. L'écriture du scénario n'a clairement pas été un long fleuve tranquille. Dan Aykroyd était un bon ami de l'acteur John Belushi et co-star dans divers projets comme l'émission de sketch comique Saturday Night Live dans les années 1970 et le film The Blues Brothers. Même si Belushi est décédé avant de pouvoir participer à Ghostbusters, l'influence de leur amitié a joué un rôle dans la création du film. Aykroyd avait envisagé Belushi pour le rôle de Peter Venkman et a été profondément affecté par sa mort. La dynamique de leur travail précédent a sans doute défini ce qu'est aujourd'hui Ghostbusters, mêlant humour, camaraderie et éléments surnaturels. Leur collaboration laisse une marque indélébile sur le cinéma et la pop culture. Elle continue d'influencer et d'inspirer des générations de comédiens et de musiciens. La mort de Belushi a eu un impact profond sur Aykroyd et a influencé le développement ultérieur du film. Aykroyd a même dédié Ghostbusters à la mémoire de Belushi, considérant par exemple le personnage de Slimer, vous savez, le fantôme vert, comme une sorte d'hommage à son ami malheureusement disparu. Dan Aykroyd a conçu l'idée originale de Ghostbusters en s'inspirant de son intérêt pour le paranormal. Sa famille a d'ailleurs une longue histoire d'intérêt pour le spiritisme, ce qui influence fortement son écriture. Il a même déclaré « Mon arrière-grand-père, Sam Aykroyd, était dentiste à Kingston, en Ontario. Et il faisait partie de cette communauté du spirituel, où nous croyons, et je suppose que c'est ma religion, que l'on peut parler depuis l'autre côté et que la conscience survit. » Vous pensiez que Ghostbusters c'était juste une histoire de fantômes ? Pas du tout, c'est une ode au paranormal et à l'existence d'un monde dans l'au-delà. En sachant ça, vous n'allez plus voir SOS Fantôme de la même façon, j'en suis certain.
Pour en revenir au scénario, initialement, le film était censé être beaucoup plus ambitieux sur le plan des effets spéciaux, avec des chasseurs de fantômes voyageant à travers l'espace et le temps. Cependant, l'idée a été réduite à une chasse aux fantômes dans la ville de New York. Ivan Reitman, producteur et réalisateur, a estimé que la vision initiale d'Aykroyd de ce film était financièrement irréaliste. Le film raconte alors l'histoire des 3 scientifiques qui, après avoir perdu leur emploi à l'université, décident de créer une entreprise spécialisée dans la chasse et l'élimination des fantômes. Leur entreprise devient rapidement un succès grâce à l'augmentation de l'activité paranormale dans la ville. Lorsque Dana Barrett, Sigourney Weaver, une cliente signale que sa cuisine est devenue le portail d'une dimension paranormale. Les Ghostbusters découvrent une menace imminente. Un puissant démon nommé Gozer souhaite envahir et détruire New York. Mais je vous spoil pas, promis. Faisons une pause sur l'histoire de Ghostbusters. J'ai une question pour vous. À votre avis, on s'habillait comment lors de la sortie du film en 1984 ? En 1984, la mode est une véritable explosion de couleurs, de textures et d'audace, reflétant un esprit de liberté et d'innovation marqué par les influences culturelles de la musique, du cinéma et de la télévision. Cette année voit naître des tendances de mode iconiques, avec des accessoires qui définissent le style de l'époque. Les jeunes de 1984 ne sortent jamais sans leur bracelet en caoutchouc, portés par dizaines et colorant leurs poignets de toutes les teintes imaginables. Ni sans leur bracelet à breloques, qui se personnalisent avec une variété de pendentifs pour raconter des histoires personnelles ou montrer des affiliations avec des causes ou des groupes musicaux. Les bandeaux et les foulards, inspirés par la vague de films de danse et les superstars de la musique, sont des éléments essentiels pour compléter un look, que ce soit pour ajouter une touche de sportivité ou un peu de chic. Les foulards, aussi bien portés autour du cou que dans les cheveux, ou même en guise de ceinture, apportent une explosion de couleurs et de motifs à n'importe quelle tenue. L'ère des années 80 est celle de « plus c'est gros, mieux c'est ». Particulièrement vrai pour les boucles d'oreilles. Oversized et souvent dans des formes géométriques hyper audacieuses, ces accessoires sont indispensables pour faire une déclaration de mode. Les ceintures larges, quant à elles, sont utilisées pour cintrer des chemises amples ou des robes, soulignant la taille et structurant les silhouettes avec souvent des boucles imposantes ou des détails métalliques. Les lunettes de soleil Wayfarer de Ray-Ban atteignent un statut culte, incarnant le cool et l'insouciance avec une touche de nostalgie rétro portée par des célébrités et dans des films emblématiques. Madonna, avec ses gants en dentelle, sans doigts, popularise un accessoire devenu synonyme de la mode rebelle et séduisante des années 80, souvent combiné à des bracelets pour un effet superposé. Exprimer ses opinions ou ses goûts musicaux au travers de pins, de badges, est une pratique courante, permettant une personnalisation facile et visible de son style, fixé sur des vestes en jean ou des sacs à dos. Les scrunchies ou chouchous complètent le tableau, n'étant pas seulement pratique pour maintenir les coiffures, mais devenant un véritable accessoire de mode, souvent assorti aux tenues pour un look coordonné. En somme, 1984 est une année mémorable dans l'histoire de la mode. Une célébration de l'expression personnelle où chaque accessoire offre une opportunité de se démarquer et de se raconter l'histoire que l'on désire, faisant de cette période une époque inoubliable pour les tendances de la mode. Ghostbusters, ou SOS Fantôme en français, sort donc le 7 juin 1984 aux États-Unis et le 12 décembre 1984 en France. Et le public adore. Le film a connu un immense succès commercial, dégageant près de 295 millions de dollars au box-office mondial. Ce triomphe l'a fermement établi comme l'un des films les plus rentables de cette année-là, contribuant à ancrer Ghostbusters comme une franchise emblématique de la pop culture. Pour vous donner un ordre d'idée, Ghostbusters a un budget de production estimé à environ 30 millions de dollars. 295 millions de dollars au box-office, c'est plutôt pas mal, même si on retire le budget marketing.
En plus du succès commercial, lors des Oscars de 1985, le film est nommé pour les prix des meilleurs effets visuels et de la meilleure chanson originale. Aux Golden Globes de 1985, SOS Fantôme est nominé pour le Golden Globe du meilleur film musical ou de comédie, pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Merci à Bill Murray. Et nominé au Golden Globe de la meilleure chanson originale, Pow Pow Pow. Et c'est pas tout, le film termine classé par l'American Film Institute à la place 28 des meilleures comédies de tous les temps. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis sélectionne le film pour conservation au National Film Registry en raison, je cite, de son importance sur le plan culturel, historique ou esthétique. C'est juste phénoménal. Avec un pareil carton, vous vous imaginez bien qu'il va y avoir des suites. Et des suites, effectivement, il y en aura. Ghostbusters 2 en 1989 et la suite directe du film original, également réalisé par Ivan Reitman, où l'on retrouve l'équipe originale, confrontée à de nouvelles menaces surnaturelles. Il aura fallu attendre 2016 pour voir apparaître le film Ghostbusters de 2016, un reboot de la franchise avec une nouvelle équipe, dirigée par Paul Feig. Ce film met en vedette Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones. Il est aussi appelé Ghostbusters Answer the Call, pour le distinguer du film original de 1984. Récemment, en 2021, on voit apparaître Ghostbusters Afterlife. Ce film, réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, se veut une suite directe aux 2 premiers épisodes, en ignorant le Ghostbusters de 2016. Et ils ont bien fait. Il introduit de nouveaux personnages tout en établissant des liens avec les membres originaux de l'équipe Ghostbusters. C'est sans doute le meilleur après le film des années 80, mais ça n'engage que moi. Ghostbusters Frozen Empire arrivera en 2024 et se trouve être une suite directe au film de 2021. Mais il n'y a pas que les films dans la vie. Il y a aussi les jeux vidéo, non ? Le jeu Ghostbusters en 1984, entre autres sur Commodore 64, avec l'écran de titre qui prend la forme d'un karaoké, et avec la voix numérique inoubliable. Ghostbusters 2 en 1990 est basé sur le film SOS Fantôme 2. New Ghostbusters 2, toujours en 1990, est basé sur le film SOS Fantôme 2. D'ailleurs, dans les années 90, plusieurs jeux vidéo sortent sur Commodore Amiga, Atari ST, Game Boy, Sega Mega Drive, Nintendo Entertainment System. Il y a aussi SOS Fantôme, le jeu vidéo en 2009, et Ghostbusters Sanctum of Slime en 2011. Suite du SOS Fantôme, le jeu vidéo de 2009. Un max de jeux vidéo sont marqués du sceau de la franchise. N'hésitez pas à partager votre préféré dans les commentaires. Côté séries télévisées animées, il y a de 1986 à 1992 SOS Fantôme, la série télévisée réalisée par Dick. Ouais, je sais. Et en 1997 sort la série Extreme Ghostbusters réalisée par Adelaide Productions. Bref, la franchise née en 1984 ne s'est jamais tarie. 1984, ça me dit quelque chose, pas vous ? La sortie du Macintosh par Apple en 1984 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'informatique personnelle. Le 24 janvier 1984, lors d'une présentation épique au Flint Center de Cupertino en Californie, Steve Jobs dévoile le Macintosh dans un spectacle qui reste gravé dans les mémoires. La campagne de lancement débute de façon spectaculaire lors du Super Bowl avec la diffusion du désormais célèbre spot publicitaire 1984, réalisé par Ridley Scott. Cette publicité inspirée du roman dystopique de George Orwell promet l'arrivée d'une technologie révolutionnaire qui libérera les masses de la domination des PC conventionnels, dominés à l'époque par IBM. Le Macintosh se distingue non seulement par son design unique et compact, mais aussi par son interface graphique utilisateur qui le rend incroyablement intuitif à utiliser, surtout par rapport aux lignes de commande alors courantes. Avec son écran monochrome de 9 pouces, son processeur Motorola 68000 à 8 MHz, 128K de RAM mémoire et son utilisation de disquettes 3,5 pouces pour le stockage. Le Macintosh vise à rendre la technologie informatique accessible à un public plus large, pas seulement aux amateurs ou aux professionnels de l'informatique. L'introduction du Macintosh marque également le début de l'ère du design dans l'informatique. Chaque aspect du Mac, de son boîtier compact à la souris,
étant pensé pour l'esthétique autant que pour la fonctionnalité. Apple vise à créer un produit non seulement performant, mais également agréable à utiliser et à regarder, ouvrant la voie à l'importance du design dans les produits technologiques qui suivront. En plus de ces innovations matérielles et logicielles, le Macintosh est lancé avec plusieurs logiciels révolutionnaires, notamment MacWrite et MacPaint, qui démontrent les capacités graphiques et de traitement de texte de la machine. Des aspects jusqu'alors inédits pour le grand public dans un ordinateur personnel. Cependant, malgré son innovation et sa campagne marketing agressive, le Macintosh rencontre d'abord des ventes plutôt modeste, principalement en raison de son prix élevé et d'un manque initial d'applications logicielles tierces. Ce n'est qu'avec les versions ultérieures, qui introduisent plus de mémoire et des améliorations de performance, que le Macintosh commence à gagner en popularité, ouvrant la voie à l'empire informatique que Apple est devenu aujourd'hui. La sortie du Macintosh en 1984 est donc non seulement un jalon dans l'histoire de l'informatique, mais aussi un brillant exemple de la vision et de l'innovation d'Apple, définissant de nouvelles attentes pour ce que pourrait être un ordinateur personnel. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à jeter un œil aux épisodes de On refait le Mac dédiés aux 40 ans du Mac, c'est de la folie. Revenons-en à Ghostbusters, et surtout à la session sprint des anecdotes que vous aimez tellement. On commence léger avec celle-ci. Le tournage du film a lieu entre octobre 1983 et janvier 1984, surtout à New York et en Californie. Et vous savez quoi ? La plupart des scènes dans New York ont été tournées sans autorisation. Essayez de faire la même chose en 2024. Là, juste pour voir. Essayez. Alors, saviez-vous que la caserne de pompiers new-yorkaise, les bureaux des chasseurs des fantômes, existe véritablement et est située à l'angle de North Moore Street et Varick Street, dans le quartier de Tribeca à Manhattan ? C'est cool, non ? Une autre anecdote, le logo emblématique que l'on appelle No Ghost est devenu iconique dans la pop culture. Son design a été créé par Michael Gross, le directeur artistique du film. Il a été conçu pour être simple, mais directement reconnaissable. Je pense que la mission est accomplie, Michael. Et si je fredonne papapam pam pam pam, papapam pam, ta-na-na. Ouais, ça vous avait manqué, non ? C'est le thème de Ghostbusters, une musique de Ray Parker Jr., qui est devenu un énorme succès, restant numéro 1 des charts pendant plusieurs semaines. Mais savez-vous que Parker a été poursuivi par Hugh Lewis and the News ? La chanson ressemblait trop au hit I Want a New Drug. Vous pouvez trouver la musique sur Apple Music par exemple, et c'est vrai que c'est plutôt ressemblant. Un règlement à l'amiable a été conclu hors justice entre les parties, avec une clause de confidentialité que Parker accuse Lewis de ne pas avoir respectée quand ce dernier parle de l'accord financier dans une émission de télévision. Il aura fallu quelques temps avant que le réalisateur de SOS Fantôme finisse par déclarer avoir utilisé I Want a New Drug comme bande son provisoire pendant la post-production, avant d'être présenté à Ray Parker Jr. Enfin, c'était provisoire, quoi, vous comprenez rien à voir, en fait, c'est du pur hasard. Enfin, vous voyez, comme quoi, même les grands copient. On termine par une anecdote qui a du chien. L'actrice Sigourney Weaver voulait visiblement vraiment le rôle, au point de faire croire que Zool l'avait possédé. Du coup, elle a aboyé sur le réalisateur. Et Reitman l'aurait immédiatement engagé en voyant sa prestation. Nous voici arrivés à la fin du 7e épisode de On refait la pop. Merci au studio Electric Dreams, à Underside et à tous ceux qui rendent possible cette émission. Et surtout, merci à vous pour votre soutien bienveillant. N'hésitez pas à jeter un œil au précédent épisode dédié au Game Boy, la console de jeu qui tient dans la poche. ORLP est disponible sur Apple Podcast et YouTube pour ceux qui désirent enregistrer l'émission sur une cassette VHS et se la regarder tranquille en mangeant un Raider. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. À bientôt.
c'est le bonus de fin. Vous connaissez l'Ecto-One ? Ouais, la voiture utilisée par les Ghostbusters. C'est un modèle modifié de Cadillac Miller Meteor de 1959. Un véhicule funéraire. Le choix d'une voiture funéraire pour chasser les fantômes, je trouve ça plutôt marrant. Uniquement 25 auraient été produites. De ces 25, 2 auraient été convertis en Ecto-One pour le premier et le second film. Si vous en voulez une, je me suis renseigné pour vous. Aujourd'hui, il faut compter entre 115 000 et 150 000 $ en moyenne, sans compter les transformations supplémentaires pour la transformer en Ecto-One. Et vous savez quoi ? La plus chère a été vendue, accrochez-vous, à 410 000 $. Alors, vous vous lancez quand ? Allez, ciao !